Salut à tous et bienvenue sur la TV du Mondial. Autotechno vous aide chaque jour à décrypter les évolutions de la mobilité. On va parler ce matin de filtres à particules pour l'essence, de l'iCockpit de Peugeot et de mobilité partagée, le débat techno du jour. Il sera question de l'entretien connecté. Grâce à un boîtier ou un modem embarqué, on arrive à anticiper sur les pannes et on verra qu'il sera même possible de télécharger des mises à jour comme on le ferait sur un ordinateur. C'est parti pour 50 minutes d'innovation. Et comme d'habitude, on démarre avec la revue de presse techno de Cindy Lavru du CCFA. Bonjour. Bonjour. Cindy, on en profite pour saluer ta famille en Haute-Marne qui te regarde chaque jour. Quelles sont les infos du jour ? Alors aujourd'hui, 3 infos. Un centre de recherche allemand nous promet des voitures autonomes sur les routes dans 5 ans ou plus tard. On a aussi les premières fois des passagers qui ont été transportés par des véhicules autonomes au Royaume-Uni. Et enfin, le BMW qui présente ses idées sur la moto du futur. Alors, on commence donc par ce centre de recherche allemand qui prévoit donc bientôt l'arrivée de voitures autonomes. Alors, ce centre allemand de recherche sur l'intelligence artificielle, c'est quand même l'un des plus grands centres sur ce domaine dans le monde. Et il estime qu'il y aura des voitures autonomes sur les routes allemandes dans 5 ans ou plus tard, en précisant toutefois que ce sera des voitures autonomes des niveaux 3 et 4. Donc, le conducteur sera toujours attentif à la route et devra au besoin être prêt à reprendre le volant. Et le directeur du centre a estimé, selon lui, qu'il faudra encore 10 années supplémentaires avant de voir des véhicules entièrement autonomes, par exemple pour lesquels on n'a pas besoin de permis de conduire. Voiture autonome toujours avec un premier test public, cette fois en Grande-Bretagne. Voilà, donc à Milton Keynes pour être précis, c'est au nord de Londres. Et il y a eu des voitures autonomes qui ont transporté des passagers dans un lieu public. Donc ça, c'était ça la première. Et en fait, la société qui a fait ce test s'appelle Transport Systems Catapult. Et donc, ils veulent déployer une flotte de 40 voitures autonomes. Alors, précisons pour l'instant qu'ils ont circulé à 8 km/h exclusivement dans une zone piétonne, donc ils n'ont pas partagé la route avec des voitures classiques. Et aussi, alors, le logiciel qui permet la conduite de ces, la conduite entre guillemets de ces voitures autonomes, voilà, le pilotage, a été développé par l'Institut de robotique de l'Université d'Oxford. Et on termine par la moto du futur de BMW. Voilà, et donc BMW a présenté à Los Angeles un prototype de moto qui s'appelle Motorrad Vision Next 100, donc Next 100 pour les 100 prochaines années. Puisque car BMW fête ses 100 ans. Voilà, cette année. Exactement. Et donc ce prototype s'auto-équilibre via une technologie basée sur des gyroscopes, ce qui permettrait de protéger mieux le pilote et d'éviter des accidents, voire même de se passer du casque à terme, même si pour l'instant ça reste du domaine du fantasme. Et donc la moto du futur est également connectée puisqu'elle permettra d'avertir le motard d'éventuels dangers sur la route. Mais BMW a précisé qu'il ne souhaitait pas proposer de moto autonome par contre. Merci Cindy, à demain. Merci. À suivre la dépollution pour les moteurs essence. Et à la question, va-t-on voir des filtres à particules arriver sur les moteurs essence ? La réponse est oui. Et on en parle avec Jean Bériel de Forestia. Bonjour. Bonjour. Responsable marketing pour la qualité de l'air. Vous étiez venu il y a une semaine sur ce plateau pour parler de diesel. Alors cette fois, on parle d'essence et donc le fameux FAP arrive sur l'essence. Pourquoi ? Alors en fait, il arrive sur les moteurs nouvelle génération, on va dire. Nouvelle génération injection directe. Donc ce sont des moteurs qui ont des consommations d'environ 15% inférieures aux moteurs traditionnels essence. Par contre, ils émettent environ 10 fois plus de particules. Donc nous avons développé depuis 2014 dans la rue un filtre à particules essence avec un constructeur allemand premium dont je tairai le nom à ce stade, qui ressemble à une étoile. Oui, je crois qu'il a déjà dit plus ou moins qu'il allait faire ça en 2017. Et donc cette technologie permet en fait de filtrer les particules avec une bonne efficacité, de passer les normes qui arrivent fin 2017 et elle est reprise aujourd'hui par la plupart des constructeurs automobiles. PSA a fait des annonces, Volkswagen a fait des annonces et nos autres clients suivent la technologie. Est-ce que ce filtre est aussi sophistiqué que celui qu'on utilise pour le diesel ? Alors c'est un filtre aussi sophistiqué mais moins cher, avec moins d'entretien, dans la mesure où le substrat lui-même est différent du filtre à particules diesel. C'est un filtre qui va se régénérer de façon continue, de par la température des gaz des moteurs essence à plus de 600 degrés. Donc c'est moins compliqué que le diesel où en fait il faut qu'il y ait des pointes régulièrement pour
brûler ce qui est à l'intérieur. Exactement, c'est une en fait, on va brûler les particules de façon continue. Dès que le conducteur va lever le pied de l'accélérateur, on va envoyer de l'oxygène qui va permettre, avec la température des gaz, de brûler les particules. Donc, pas de colmatage, pas d'entretien, durée de vie du véhicule. On est sur une technologie qui est compétitive. On a un coût à peu près d'environ 5 fois moins cher qu'un filtre à particules diesel. Donc, c'est une technologie qui va se répandre sur les moteurs essence à technologie injection directe dans le futur. Donc ça veut dire léger surcoût seulement pour le consommateur à partir de l'année prochaine? Je pense que le consommateur va s'y retrouver sur son coût à l'usage dans la mesure où il a la consommation de moins 15% déjà dans la consommation du véhicule, et ça devrait être transparent pour le consommateur. Alors on parlait de filtre à particules pour le diesel jusqu'à présent, ça risque pas de faire un petit peu bizarre dans l'esprit du consommateur de se dire que lui aussi il a ce genre de filtre sur sa voiture? Je pense que le consommateur a aussi une conscience écologique. Ce filtre va permettre aussi d'avoir une performance en termes de réduction des émissions à l'usage dans des conditions réelles d'utilisation grâce à la mise en place du système RDE que vous avez déjà expliqué dans les émissions. Oui. Real Driving Emissions, donc les émissions de la vie réelle. En conditions réelles. Alors aujourd'hui, on voit quand même que pour les moteurs thermiques, qui sont de plus en plus pointus, et donc la dépollution représente un vrai défi au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles normes. Parce que c'est à cause d'Euro 6 finalement qu'il y a ce filtre à particules essence. Alors, il était déjà prévu dans la norme Euro 6. Il est renforcé de par la volonté des constructeurs d'offrir une performance écologique aussi dans des conditions réelles d'utilisation avec le RDE. Donc il y a un renforcement de cette volonté et une vraie volonté des constructeurs d'avoir une over-compliance. On parle d'over-compliance aujourd'hui. En français, on pourrait traduire ça comment? Faire mieux que la règle? Sur performance, on va parler. Être sûr que le véhicule dans des conditions réelles est conforme à la législation et offre des meilleures conditions environnementales. Jean Berriel, merci d'être passé une seconde fois sur le plateau d'Autotechno. On enchaîne avec un cockpit tout numérique. Et l'innovation du jour, c'est ce qu'on appelle le l'iCockpit chez Peugeot. On en parle avec Éric Dejoux, en charge de la silhouette intérieure chez PSA. C'est ça, oui. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Alors, en tant que styliste, donc, vous passez de Peugeot à Citroën, naturellement. Vous travaillez à l'ADN chez PSA. Alors, on va parler avec vous de l'iCockpit, ou e-cockpit, on peut dire les deux, je pense. Pas de souci. Alors, à la base, le concept est apparu sur la Peugeot 208. Donc, volant compact, une planche de bord en position haute. Et là, vous avez revu complètement le concept. Là, on est vraiment dans le numérique et le grand écran. C'est le prolongement de la même idée. C'est quoi un iCockpit? C'est une vision portée sur la route pour pas qu'on ait à changer de point de vue entre là où on doit être attentif en conduisant et pour récupérer les informations. Et ensuite, c'est lié chez Peugeot à un petit volant qui retransmet au mieux ce qu'on appelle nous le toucher de route, en fait la sensation de la voiture sur la route. Et en plus, au niveau central, un écran technologique de bonne taille qui permet en fait de rassembler au maximum les informations pour pas qu'on ait plein de boutons partout. C'est plus facile, c'est plus accessible et ça nous laisse de la place pour les objets de tous les jours comme les téléphones par exemple. Alors il n'y a pas de boutons, en revanche il y a des touches, façon un peu touche piano. Oui, parce que le iCockpit nouvelle génération, c'est le prolongement de 208, c'est aussi le prolongement d'un 3008, on parle déjà d'un 3008. Et dans le 3008, c'était déjà un intérieur qui était plébiscité. On avait cette petite lame qui nous faisait déjà un head-up display, donc une vue tête haute. Et on avait petite lamelle en plexiglas. Petite lamelle en plexiglas, voilà, qui était déjà des premières informations. Et en plus, on avait ce mouvement qu'on appelle driver oriented chez nous, ce côté un peu cockpit aviation, en fait, orienté vers le conducteur. Et il y avait plusieurs petites toggle switch, des petites touches piano qui permettaient de régler cette lame, notamment. Et ça, les gens vraiment aimaient beaucoup cette dimension technologique. On avait plein de retours là-dessus. Chaque touche correspond à une fonction bien précise. Aujourd'hui, chaque touche correspond à une fonction bien précise. En fait, vous l'avez rappelé, la partie haute de planche, on a un haut de planche qui est très technologique, qui permet de garder sur la route donc toute la tension. Et toute cette dématérialisation avec les écrans, on n'a plus d'aiguilles, en fait, on a un écran qui nous rappelle plusieurs choses. C'est plus nécessaire les aiguilles aujourd'hui. C'est plus nécessaire.
d'ailleurs je vais revenir dessus, mais en fait ce qui est intéressant c'est que les aiguilles c'était quelque chose de très pertinent pour donner une certaine indication, mais maintenant le fait d'avoir l'écran, on peut, d'ailleurs il y a toujours un rappel des aiguilles pour ceux qui ont cette nostalgie là ou qui sont à l'aise avec cette des aiguilles numériques donc. On a des aiguilles numériques, mais on a aussi la capacité à soit vraiment simplifier l'information, finalement n'avoir que l'information de vitesse et 2-3 informations réglementaires de base, savoir où on en est sur la consommation. Et on peut aussi aller à l'inverse, vers plus d'informations. Par exemple, quand on projette la navigation juste au-dessus du volant, donc on n'a pas besoin d'accommoder entre la route et ça, et plutôt que d'avoir juste une petite flèche, une indication, là on a plus d'informations, mais bien sûr, il y a la couleur, il y a un écran qui nous permet d'hiérarchiser l'information. Il y a de la 3D, parce qu'aujourd'hui tout passe par la 3D. Exactement, et ça permet de plus hiérarchiser, de donner plus d'informations, mais qu'elles soient toutes lisibles. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est très visuel, on l'a compris, c'est tactile également. Et en même temps, ce cockpit, il est aussi polysensoriel, parce que bon, il y a des ambiances lumineuses, il y a plein de choses. Oui, alors il y a plein de choses. C'est vrai que nous, on aime parler d'expérience, parce que... Il y a le parfum, il y a le siège massant, enfin, si la liste s'ajoute comme ça... Exactement, quand on est sollicité sur les 5 sens. En tout cas, on essaie de solliciter au maximum les 5 sens. La vue, forcément, déjà c'était un bel objet, on rentre dedans, et puis on a cet effet écran qui nous raconte plein de choses au niveau visuel. Je ne vais pas développer là-dessus. On a le toucher, bien sûr, parce que déjà c'est des beaux matériaux, on a notre volant en cuir, on a en plus fait vraiment des efforts au niveau des décors, là on a des tissus, on a des bois, c'est vraiment, et même les plastiques moussés, c'est une invitation. Vous parliez des toggles, des petits boutons, là aussi on a été chercher ce côté, on aime bien ce rapport aux mécaniques, au moteur, donc on a des touchés très mécaniques qui rappellent aussi le piano. Vous savez qu'on avait fait un piano avec Pleyel et on est tous un peu musiciens aussi, donc on aime bien ce rapport-là. Donc le toucher est sollicité et on sentait qu'il y avait une dimension supplémentaire à amener parce qu'on n'est pas tous derrière un volant, on n'est également pas tous pareils au même moment dans la voiture. Et par exemple, on peut avoir aimé le son, par exemple. Oui, alors on a travaillé le son, etc. On a notre partenaire qui est Focal, qui est quand même le premium français du son, et qui est venu ajouter cette super qualité à la super qualité qu'on a voulu donner à ce cockpit-là. Et ce cockpit-là, du coup, il y a une sorte de chef d'orchestre, qu'on a appelé le cockpit Amplify, qui nous permet, par exemple le matin, je suis pressé, j'ai besoin d'un coup de boost, avec juste un bouton, je bascule dans un univers boost, et là dans ce cas-là, ce sont les écrans qui ont plus de ponctuels rouges, plus de couleurs rouges, qui sont un peu plus énergisantes. J'ai une playlist que je peux programmer, mais il y a déjà quelque chose de proposé à la base, mais je peux programmer une playlist. Et inversement, si donc je suis plus détendu, le rapport s'inverse. Le rapport s'inverse, c'est-à-dire que ça soit le son, la gestion de la pédale d'accélérateur, et donc l'ambiance olfactive. On a travaillé avec un vrai parfumeur. On n'est plus dans la génération du parfumeur qui allait avec la clim. Là, ce sont des fragrances développées avec un parfumeur de renommée mondiale. Et on a prolongé, vous avez certainement entendu parler de l'Ultraviolet, ce restaurant au Japon là. Et en fait l'idée c'est qu'en plus du visuel, en plus du goût qu'il propose, il y a aussi cette dimension d'odeur qui joue, qui additionne. Et c'est très intéressant le côté olfactif, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de soumettre à notre réflexion. C'est-à-dire que du coup, cette dimension supplémentaire, elle vient nous amener plus rapidement dans la sensation de boost ou de relax. Merci Eric Dejoux. Je précise qu'on retrouve ce iCockpit dans le 3008, mais également 5008. Exactement. Merci. Dans un instant, on parle de l'entretien connecté. Et le débat est donc consacré à l'après-vente et l'entretien connecté. C'est l'une des conséquences de l'arrivée de la voiture connectée. On en parle avec nos invités. Allez, je vais commencer par le représentant du constructeur et du CNPA. Philippe Debouzy, vous êtes donc le président de la branche agent et indépendant au sein du CNPA. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes également donc agent Citroën dans le Val-de-Marne. Tout à fait. Frédéric Richard, mon confrère, qui travaille au journal de l'automobile, spécialiste de l'après-vente. Il s'est fait une petite frayeur en train ce matin, mais il est à l'heure sur ce plateau, on le remercie. Et représentant de la nouvelle économie, Philippe Chassani, fondateur de Oucar. Bonjour. Alors on expliquera tout à l'heure ce qu'est Oucar, mais bon, il y a le petit boîtier, il y a l'application, je sens que Philippe, tu es prêt pour tout à l'heure, donc c'est formidable.
Alors, l'entretien aujourd'hui, eh bien, c'est ça. C'est finalement le réceptionniste qui a une tablette. Alors, à partir de la plaque, il va pouvoir retrouver un historique. Il va pouvoir également donc noter en temps réel tout ce qu'il y a à faire, le check-up. Vous me direz tout à l'heure, Philippe Debouzy, si tout cela est bien exact et si c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Mais le fait est que, bon voilà, il y a des outils. Il y a bien sûr le banc de diagnostic que l'on branche sur la voiture. Donc le numérique, ça existe déjà depuis des années. Et puis de plus en plus, on peut aussi brancher des petits adaptateurs sur la prise OBD du véhicule qui sert pour le diagnostic justement. Et là, on récupère donc des informations. Le boîtier communique avec le smartphone du conducteur en mode Bluetooth. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Nous parlerons de bien d'autres choses encore. Mais d'abord, avec vous, Philippe Debouzy, l'entretien connecté, finalement, c'est quelque chose que vous connaissez déjà depuis quelques années. Oui, tout à fait. En fait, nous sommes des acteurs de l'après-vente et comme le nom l'indique, on est obligé de s'adapter à ce qui est vendu. Et ce qui est vendu, c'est les outils de ce qui s'appelle les automobiles, de plus en plus techniques, de plus en plus connectés. Donc on s'adapte au fur et à mesure de la technologie qu'on a entre les mains dans nos ateliers. Bon, et vous le vivez bien ? Oui, très bien, parce qu'en fait, c'est juste une simple révolution de plus dans nos métiers qui, en fait, selon le fleuve tranquille, de suivre la technologie, mais on est aussi, on le vit bien jusqu'à un certain point. Quand le consommateur, lui, suit moins bien la tendance et que ça télescope un petit peu ses habitudes et ses angoisses, il faut aussi qu'on serve de relais entre cette technologie embarquée, ces véhicules de plus en plus connectés, et puis le consommateur de plus en plus inquiet aussi et qui a besoin d'être rassuré. Alors Frédéric Richard, on le voit très clairement sur le salon, la voiture connectée monte en puissance. Est-ce que ça risque pas finalement de réorienter le marché de l'après-vente en faveur justement des flottes de ces mêmes constructeurs ? Alors c'est une certitude, hein. On vit aujourd'hui dans un monde formidable pour la prévente automobile puisque sous couvert d'aider le consommateur, de lui donner un maximum d'infos peut-être sur son auto, derrière ça il y a des enjeux commerciaux, marketing entre les constructeurs et les réseaux indépendants qui sont fantastiques. C'est-à-dire que on va utiliser ces systèmes de connectivité du véhicule pour rendre captive la réparation, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'idée... J'ai une Renault connectée, il faut que j'aille chez Renault par exemple. Et bien entendu, et demain, si on est capable de connecter le véhicule à un réseau captif, donc on va parler des réseaux constructeurs pour commencer, et bien peut-être que je serai capable, moi constructeur, d'envoyer une info dans mon véhicule à mon client en lui disant « Viens faire changer tes plaquettes, je détecte informatiquement qu'elles sont mortes. » Et ça tombe bien, il y a une promo chez nous. Et il y a une promo chez nous, et en plus ton garage Renault est à 30 secondes de chez toi. Prends rendez-vous, clique sur le bouton, tu as rendez-vous, ta voiture sera évidemment réparée dans les meilleures conditions. Alors ça fait sourire Philippe Chastani. Vous, c'est ce que vous aimeriez faire, mais de façon indépendante. Oui, effectivement. Au cas, on est une plateforme, disons, horizontale destinée à l'industrie automobile, donc l'après-vente. On utilise effectivement la prise diagnostique comme un vecteur qui est présent dans toutes les voitures, donc c'est facile d'installer soi-même cette prise. On n'est pas une entreprise B2C, on ne veut pas adresser disons, le client directement, on va s'appuyer sur les communautés, les clients qui existent déjà, les verticales d'assurance, d'entretien. Les concessionnaires sont aussi une part importante de notre clientèle. En tout cas, il y a quelque chose d'important à faire sur le parc existant déjà. Exactement, oui, puisque c'est sur les 37 millions de voitures particulières qu'il y a en France, 40% ont plus de 10 ans. Donc c'est des voitures qui coûtent cher. Donc nous, on est sur la valeur, la dépense automobile. Ça coûte cher, ça coûte 500 € en moyenne par mois. Donc comment faire réduire cette note en faisant comprendre à l'utilisateur que sa voiture elle a une santé, donc il faut la maintenir, mieux elle sera maintenue, moins elle coûtera cher, mais aussi comment je vais aider l'utilisateur à dépenser moins au quotidien, à trouver la station d'essence la moins chère, le parking le moins cher. Les instants de consommation d'un conducteur, ils sont multiples. C'est pas seulement que l'entretien, il y a tout. On en ira tout à l'heure. Pour poursuivre sur les constructeurs, alors il y a par exemple... Opel qui présente ici sur le mondial le système OnStar. Alors Opel, c'est pas seulement de l'appel d'urgence, c'est aussi de l'entretien et le diagnostic à distance. Donc ça aussi, c'est quelque chose quand même d'assez nouveau. Alors c'est effectivement une autre voie de l'après-vente connectée qu'on peut séparer entre la maintenance à distance et effectivement la maintenance prédictive qu'on a évoquée depuis tout à l'heure avec les petits boîtiers. La maintenance à distance,
ça sous-tend plusieurs problèmes technologiques. C'est pour ça qu'on en parle depuis des années, mais qu'on a du mal à la voir arriver. Aujourd'hui, ça sous-tend d'énormes problèmes de sécurisation des données. Ça sous-tend des problèmes de volume de données à envoyer dans le véhicule. Donc aujourd'hui, c'est quand même encore un petit peu compliqué, mais effectivement, OnStar commence à le proposer. PSA l'a annoncé pour 2020 grâce à une toute nouvelle architecture électronique qui a été nécessaire pour sécuriser les données, justement, parce qu'on est quand même en train de parler de flashage de calculateurs, peut-être demain d'ESP, d'ABS, des calculateurs qui touchent à la sécurité, qui sont bien souvent liés entre eux. Et évidemment, on comprend bien qu'on ne peut pas laisser n'importe qui hacker un système ou bien prendre le risque d'avoir des calculateurs qui ne soient plus appairés les uns avec les autres. Alors sur ce système OnStar, donc on reçoit régulièrement en fait par mail le bulletin de santé tous les mois. Et par contre, si ça ne va pas, on a les alertes. Pour vous, Philippe Debouzy, c'est l'avenir ? C'est l'avenir, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le télescopage entre l'avenir et l'angoisse. À savoir que quand on parle de ces informations, qui va les gérer ? Qui va être en position d'accéder à ces données? Et il ne faudrait pas que notre consommateur, qui en fait nous fait confiance, qui en fait nous demande de faire la maintenance de son véhicule, se sente prisonnier de ces données qui sont transmises. Et on ne sait pas gérer par qui, peut-être les constructeurs, mais pas que, les assureurs aussi. Et demain, si on vient nous dire, écoutez, vous avez fait tant de kilomètres, vous avez été en ville plus qu'en campagne et que vous allez de temps en temps un peu trop vite, vous faites des excès de vitesse, pourquoi pas ? Ces plaquettes de frein, est-ce bien sérieux, c'est ça ? Et on est dans une logique où là, on aura peut-être des données qui échapperont aux propriétaires du véhicule. On est dans la gestion de parc, en fait, là. On est, en fait, dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux opérateurs qui mettent à disposition des véhicules pour être utilisés et non pas en être propriétaire, on va jusqu'à cette limite-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis à une mutuelle pour ma santé et j'ai aussi un suivi de ma vie, de mon hygiène de vie et de ce que je suis en train de manger ou de faire, et je vais payer plus ou moins cher mon assurance. Et là, on va rentrer peut-être aussi dans cette logique-là, et il faudrait surtout pas qu'on zappe la partie l'autodétermination du consommateur qui nous fait confiance et sur lequel on ne doit pas être une interface uniquement de remontée de données, point barre. En tout cas, on est bien d'accord que le garagiste n'a pas besoin de savoir ce que je mange pour réparer ma voiture. Alors c'est vrai que ce partage des données, finalement, c'est quelque chose qui est un élément clé dans le débat. Oui, la donnée, elle appartient au conducteur, en fait. C'est lui qui conduit. Nous, on estime que c'est lui qui conduit. La CNIL, aujourd'hui, regarde de très très près le milieu automobile. Il l'a pas regardé pendant pas mal d'années. Internet a été très très vigilant. Enfin, ils ont été très vigilants vis-à-vis d'Internet. Il en a été question sur le mondial il y a une semaine. Oui, tout à fait. Oui. Ils ont annoncé quelque chose. Il va y avoir une charte de gestion des données organisée par la CNIL, gérée par la CNIL. C'est très très bien. Aujourd'hui, notre service au car, il est déclaré à la CNIL, mais on voit très bien que c'est pas adapté. C'est pas adapté parce que la position GPS, nous, on en a besoin, c'est facultatif. Mais on voit très bien qu'on rentre effectivement dans la privacy de l'utilisateur. La sphère privée. La sphère privée, et que le constructeur, lui, il vient effectivement, c'est ma voiture, je l'ai construite, donc la donnée, elle m'appartient aussi. Mais c'est moi qui la conduis. C'est ça que le client doit répondre. Et là, je pense qu'il y a encore tout à créer. Il y a un modèle ouvert à créer, je pense, sur la donnée. Il faut respecter la vie des gens. Mais si l'utilisateur voit qu'il y a un vrai service, une vraie plus-value d'utiliser quelque chose, et que ce quelque chose a besoin de données personnelles, il le fera. Il le fera vraiment. On le voit sur Internet, ça. On le voit. Alors Philippe Debouzy voulait réagir. Oui, je dirais que la troisième voie entre le constructeur ou l'assureur, tout ça, c'est l'indépendance. Le Conseil national des professionnels de l'automobile dont je m'occupe réfléchit avec un grand acteur de l'électronique embarquée, réfléchit avec un spécialiste comme vous des boîtiers embarqués pour proposer aux consommateurs une indépendance dans cette démarche. C'est-à-dire que je suis volontaire, j'ai un véhicule qui peut être branché sur un boîtier de ce genre, et je fais la démarche moi perso. Et je ne me sens pas prisonnier d'un opérateur qui est le fabricant de mon véhicule ou qui est celui qui l'assure, ou demain peut-être, je ne sais pas, l'ordre public et ainsi de suite. Donc effectivement, vous faisiez référence à Mobivia par rapport au boîtier chez Neuroto et Milas. Mobivia qui en fait est un acteur de cette opération au CNPA, et on va relayer tout ça pour qu'en fait nos professionnels de proximité puissent proposer
des services comme le vôtre. Oui. Effectivement. Il n'y a qu'une seule prise OBD. Donc on ne va pas faire des prises gigognes, on branche un boîtier et ce boîtier doit délivrer un ensemble de services. Quand vous voyez les assureurs qui proposent des boîtiers, proposer de l'assurance connectée, un Midas qui à travers XI fait de l'entretien connecté, demain peut-être une chaîne d'entretien utilisera notre boîtier pour l'entretien aussi, des concessions qui voudront mieux connaître leurs clients, ils vont vouloir aussi mettre un boîtier. Ça va être la guerre du boîtier. Donc nous, chez Oka, on veut être une place de marché, une sorte de marketplace qui agrège des services pour délivrer ces données de manière plus ou moins verticale, mais surtout assez horizontale sur l'ensemble de l'industrie. Alors Philippe, est-ce que tu peux donc montrer un petit peu à quoi ça ressemble le boîtier? Donc il faut d'abord trouver où est le port OBD de la voiture. Oui. Parce que parfois c'est caché, hein, il faut quand même... Ah oui, c'est un grand jeu. Oui, il faut quand même le dire. On le branche et après on n'y touche plus. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de le recharger, une quoi que ce soit. Oui, effectivement, on touche qu'une fois. C'est une boîte noire, ça n'a pas besoin d'être très très beau. C'est souvent caché par une sorte de cache dans la voiture. Ça doit être le plus petit possible. Donc celui-ci, c'est pas la dernière version, j'ai oublié ce matin. Mais ça reste. Ne bouge pas. Voilà, comme ça reste très petit. Ça doit être. C'est pas comme un téléphone. On le touche pas tous les jours. Comme tu le dis, on l'installe. Tourne-le juste pour qu'on voit la connectique. C'est ce genre de prise. C'est la prise Péritel, mesdames et messieurs, de l'automobile. Voilà. On branche, on l'oublie. Et ensuite, on a une application qui permet d'accéder à des services. Pardon. T'es drôlement doué, hein, t'arrives à faire ton code à l'envers. Vas-y, retourne-le. Ouais. C'est pas qui permet d'accéder à des services personnalisés. On connaît la voiture, on a sa carte d'identité dans l'application et on gère la santé, l'usure de certaines pièces, les pneus, les freins, les plaquettes. Et on va essayer de prédire plutôt que subir pour l'utilisateur. Alors, la vraie question, parce qu'on comprend très bien la philosophie, et on a reçu sur ce plateau aussi d'autres opérateurs qui proposent ce genre de système. Par contre, est-ce que vous arrivez vraiment, tous autant que vous êtes, à récupérer des données pertinentes à partir du port OBD? Et est-ce qu'il n'y a pas des données qui sont un petit peu cryptées ou cachées par les constructeurs? Ah oui, c'est clair. Moi, je dirais que... c'est pas vraiment le débat, parce qu'en définitive, quelle est l'utilité pour le consommateur? Si la prise OBD, elle nous permet, nous professionnels, avec un outil de diagnostic elle est faite pour ça à la base, performant, elle nous sert à extraire toutes ces données dont vous parlez, qui sont des pressions d'huile, des températures de fluide et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas nécessaire pour le consommateur. Lui, ce qu'il a besoin, c'est qu'en fait, il ait un entretien prédictif et qui soit adapté à son utilisation. Ça, c'est le but recherché. Le seul hiatus qu'il peut y avoir, c'est de se dire, je branche quelque chose sur ma voiture qui n'appartient pas au constructeur. Le jour où j'ai un problème, est-ce que le constructeur ne me dira pas, bah oui, mais vous avez branché des trucs. Donc, effectivement, il faut dédramatiser et se dire que bon, c'est une opération qui est bénigne et qui permet d'avoir des données, faire avancer le consommateur. Frédéric Richard, on peut imaginer quand même que les constructeurs, pour l'instant, ils vont arriver des boîtiers. On sait qu'il y a des Bosch Continental qui travaillent dessus. Il y a un moment, forcément, ils vont se réveiller, ils vont se dire il fallait peut-être qu'on y travaille, nous aussi. C'est très intéressant, effectivement, de voir combien ces petits boîtiers et les applications qui y sont liées, puisque le boîtier en lui-même, finalement, c'est pas grand-chose. Mais c'est intéressant de voir combien tout le monde a déployé des trésors d'ingéniosité pour fabriquer ces petits boîtiers. Techniquement, ça marche très bien. Le Hooker fonctionne très bien. Fleuron en a un qui marche très bien. Xi en a un qui fonctionne très bien. Bosch et Continental, on les a vus, on a pu les essayer. Le problème derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Techniquement, ce n'est pas un problème de remonter toutes les infos que vous voulez d'une voiture. On sait le faire, les outils de diag le font depuis 25 ans, ça marche très bien. Le problème, c'est quel est le modèle économique qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on propose comme expérience aux clients? Comme le disait très bien M. Desbouzy, on s'en fiche royalement de remonter les températures de fluide, ce n'est pas un problème. En revanche, qu'est-ce que je propose comme valeur ajoutée à mon client pour lui donner envie de mettre cette prise et de la laisser à tenir? Parce que comme le disait encore une fois... Quelle carotte, hein, c'est ça? Ben oui. Il va falloir qu'à un moment, je sois capable de dire à mon client, mais là, tu en tireras quelque chose, et moi, derrière, sous-entendu, je récupère d'autres infos qui vont me servir soit à faire du marketing prédictif, comme on le disait tout à l'heure, soit à les revendre à des sociétés d'assurance pour pouvoir faire éventuellement un ajustement de prime. L'idée, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je fais de toutes ces données que je remonte? Si aujourd'hui, Bosch, Continental, les gros acteurs ou Texa n'ont pas encore mis sur le marché un produit qui marche, c'est parce qu'ils n'ont pas de clients qui ont trouvé le modèle économique qui leur convient. C'est tout.
Oui, effectivement, faire de la techno pour la techno, ça ne veut rien dire. Donc, chez Ocar, nous, c'est la dépense. C'est la dépense liée à l'automobile qui est notre axe et notre stratégie, en fait. Une voiture, ça coûte 500 € par mois, en moyenne. C'est le 3e poste de dépense d'une famille en France. Dans certains pays, c'est le 2e poste. L'idée, c'est comment on va dire à l'utilisateur, installe un boîtier, premièrement. Et déjà, je ne paye pas ce boîtier. Je n'ai pas la barrière d'achat d'un boîtier. Ce boîtier est gratuit. L'application, bien sûr, est gratuite. Donc, quelle est la plus-value d'installer quelque chose dans ma voiture, avec effectivement le côté privacy qui est en jeu? Nous, on lui dit, tu installeras Ocar. Si tu installes Ocar, tu vas baisser ta dépense. Annuellement, tu auras peut-être 10 à 15% des 6 000 € que tu dépenses chaque année, donc 500 € en moins dans l'usage de ta voiture. Ça va couvrir l'ensemble des dépenses, l'entretien, l'assurance, mais aussi effectivement le changement de la plaquette. Si je dois changer la plaquette parce que Ocar me le dit en prédiction, pas quand les plaquettes sont mortes et que je vais avoir un accident, à ce moment-là, Ocar va vous dire j'ai un partenaire qui est près de chez toi, qui connaît ta voiture, parce que c'est peut-être lui qui t'a installé ce petit boîtier, et il a effectivement une offre juste pour toi, personnalisée. On est là-dessus. Ouais. Quels sont vos rapports avec les constructeurs Parce que vous êtes allé les voir, évidemment. On le dit depuis tout à l'heure, ils tirent la couverture à eux, c'est tout à fait normal. Oui, ça aurait pu être aussi, tiens, mais si on travaillait ensemble. Oui, comme ça. Je pense qu'à terme, on travaillera ensemble. Aujourd'hui, c'est un peu tôt, on est tous dans des positions plus ou moins défensives. Cette prise, elle existe dans toutes les voitures, hein, donc nous, on l'utilise. Demain, je pense que les constructeurs feront en sorte d'ouvrir leur voiture. La voiture va devenir une plateforme logicielle, et qui dit logiciel dit accès à des tierces parties pour accéder aux données. Donc on aura peut-être une SIM dans chaque voiture, et on permettra aux développeurs... Ça, je crois que c'est déjà acté. Hein. Oui, ça c'est clair. Et elles sont dedans et on ne le sait pas en fait, hein, mais elles sont déjà Parfois dedans. même, il y en a 2. Oui. Et donc, nous, développeurs, on pourra interagir avec les serveurs des constructeurs. Là où on ne voit pas les choses, c'est quel sera le modèle économique. Si la barrière à l'entrée du constructeur, c'est nous dire tu accèdes à mes voitures, mais ça va te coûter tant, ça va nous tuer. Alors, puisqu'on parle de logiciel, j'aimerais qu'on évoque Tesla, puisque ce constructeur américain, évidemment, a été l'un des premiers à lancer donc, les mises à jour en ligne. Alors, il le fait périodiquement, hein, ça prend 3/4 d'heure en Wi-Fi, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de données derrière. Et justement, la dernière mise à jour concerne le système autopilote, le fameux système de pilotage semi-autonome, car il n'est pas complètement autonome, avec 200 améliorations par exemple dans la dernière version. Tesla, en tout cas, quelque part, en mettant ces mises à jour à la disposition des clients, ça a été, sur le plan marketing, quelque chose de très fort. C'est effectivement quelque chose de très fort, ça ouvre la voie. Alors on ne va pas parler évidemment des problèmes rencontrés par Tesla, notamment sur l'autopilote. Oui, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est aussi le tableau de bord qui change, les fonctions en plus. Bien sûr. Et techniquement, pour parler de la partie que je connais un peu mieux, ça sous-tend d'énormes problèmes qui aujourd'hui sont résolus par une voiture qui est très chère, donc pas encore à la portée de tout le monde. Mais aujourd'hui, si demain vous voulez faire ça avec une Peugeot, comme ça sera peut-être le cas en 2020, il va falloir des buffers de mémoire considérable pour télécharger toutes les mises à jour. Donc un buffer de mémoire, ça coûte très cher. Si vous voulez intégrer ça dans une PSA, il faudra monter le prix de la voiture. Et une fois qu'on aura mis tout ça dans les buffers, il faudra les injecter dans les calculateurs. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que le véhicule soit à l'arrêt. Puis là, si on tourne la clé et qu'il y a marqué un petit sablier que ça tourne... On parle encore une fois de sécurisation de data, de sécurisation de données, de sécurisation de l'utilisateur. Ça pose des problèmes énormes. Alors Philippe Debouzy. Pour sortir de la marque Tesla, j'ai un autre exemple. Une marque allemande qui a eu des problèmes de logiciel embarqué récemment et qui en fait inquiète l'utilisateur de la voiture en disant « Oui mais attendez, moi j'ai acheté une voiture avec ce logiciel-là et vous allez me le modifier. Je ne sais pas ce que vous allez faire à ma voiture, j'ai pas confiance. » Et je dis je ne suis pas d'accord. Donc on a une réaction... d'une marque allemande qui fait des moteurs diesel. Oui, absolument, oui. Et donc on est dans une logique d'inquiétude dont je parlais tout à l'heure. Quand on va modifier des logiciels sur votre ordinateur, vous constatez qu'ils ne marchent plus, ça vous embête, mais bon, vous n'êtes pas en train d'avoir à freiner au premier virage ou d'avoir un piéton qui vous surprend. Donc on est dans cette logique-là aussi. Et Tesla, je suis d'accord avec vous, on est hors sol là, parce qu'on est dans une voiture qui
technologiquement propose autre chose et qui en fait est un concept général. Ouais, cela dit, alors c'est très très bien la mise à jour Tesla, sauf qu'ils ont eu un problème avec un écrou mal serré. Et là, la mise à jour, elle ne sert pas à grand-chose. On ne sait pas détecter ça. Il faut aller au garage, là. On revient à l'opérateur de proximité et il y aura toujours cette interface aussi qui lui est connectée plus avec le client qu'avec la voiture. Et en tout cas, pour revenir aux mises à jour de chez PSA, parce que bon, vous le savez, vous avez été informé, donc comment ça se prépare en amont? On est en fait constamment en train de modifier les logiciels des véhicules. C'est-à-dire que quand on reçoit un véhicule, on parlait d'outils de réception, on va même plus loin que ça. On interroge les bases données du constructeur en disant est-ce que ce véhicule-là a besoin d'être mis à jour sur tel ou tel logiciel de fonctionnement du véhicule, et on améliore le fonctionnement du véhicule. On parle d'un tas de gestion, hein. Ça peut aller de la navigation, mais ça peut aussi de l'injection et des choses comme ça. Donc on est déjà dans cette logique-là depuis des années, où on modifie les règles de fonctionnement du véhicule et pour optimiser Il y a quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais j'aimerais qu'on le dise quand même, c'est que vous avez donc des serveurs évidemment du groupe PSA, et parfois quand le réparateur a besoin d'aide, il peut appeler une plateforme, et donc à distance, il y a un gars plus qualifié qui peut lui dire voilà, tu fais ça. Il prend la main sur l'outil de diagnostic, il prend la main sur le véhicule, et effectivement, ça c'est mais ça c'est le présent, c'est même pas l'avenir, c'est même, je dirais. Non, mais il fallait le dire parce que bon, oui, bien sûr. On prend des fois les constructeurs pour les dinosaures alors qu'ils ont quand même des technos. Vous savez, un technicien d'après-vente, c'est un mécanicien, un chimiste, un physicien. Il est obligé d'analyser tout un tas de données pour intervenir et régler le problème de la voiture. Moi, je fais la comparaison avec Apple et Google, les mobiles. Un Apple, vous avez un appareil Apple dans votre poche, et de manière régulière, il est mis à jour. On sait que des fois, la mise à jour, elle force un peu la main. Elle réapparaît régulièrement, oui. Du genre, allez, il faut l'installer. Oui, mais c'est parce qu'il y a des failles de sécurité, et dans la voiture, on n'en a pas parlé, mais il y aura des failles de sécurité. Les hackers vont s'en donner à cœur joie. Parce que ça va devenir une vraie plateforme logicielle, la voiture. Donc là, il y a un vrai défi. Donc ce parallèle avec Apple et Google, ils savent faire. On sait que c'est compliqué. Il y a encore une courbe d'apprentissage de la part de l'industrie automobile pour pouvoir faire ça aussi bien que les gens du numérique le font aujourd'hui. C'est pour ça que le mobile est une alternative aujourd'hui vraiment crédible, puisque tout le monde a dans sa poche ce genre de choses, et que l'applicatif peut être mis à jour assez rapidement, beaucoup plus rapidement que le tableau de bord de la voiture. Conclusion très courte, Frédéric Richard, les prochaines années seront passionnantes dans les garages. Elles seront évidemment passionnantes. Je pense malheureusement qu'il faut replacer l'église au milieu du village, et que si les réseaux constructeurs sont particulièrement bien armés, puisque c'est eux qui développent les plateformes logicielles... Plus dur pour les indépendants donc. Je pense pour les indépendants, ça ne veut pas y aller. Alors je vais m'attirer les foudres des indépendants qui sont... comme le disait M. Debouzy, particulièrement compétent dans plein d'opérations. Je pense néanmoins que sur tout ce qui est architecture logicielle, suivi informatique et logiciel du véhicule, il va falloir cravacher pour avoir les accès, déjà d'une part, et puis techniquement c'est complexe. On est en train de parler à des gens qui historiquement ne sont pas habitués à faire de l'informatique. Ils y arriveront, mais pour eux ça sera plus difficile, c'est sûr. Merci à tous pour ce débat. Dans un instant, l'expert du jour. Et l'expert du jour, c'est Georges Gallet, président de Vulog. Bonjour Georges, tu m'excuses, je te serre pas la main, ça va pour tenir le micro, pas de problème? Tu le mets bien près de ta bouche. Alors, dans un instant, on parlera de ta société, je dis tu parce qu'on se connaît depuis si longtemps Georges, et dans une précédente vie, tu t'occupais de voitures autonomes, c'était à l'INRIA à l'époque, à Rocancourt. C'est un domaine qui est vraiment en train d'exploser en ce moment. Oui, ça fait un plaisir fou en fait de ce qu'on avait vu il y a 10 ans. Et moi je rêve en fait que ces services puissent être proposés à mes clients bientôt. Puisque dès que les voitures autonomes fonctionneront, on pourra les proposer à nos clients, donc opérateurs d'autopartage, en particulier pour le stationnement, parce qu'on casse beaucoup de pare-chocs. Donc ça supprimera un des défauts de l'autopartage. Donc les voitures iront se garer toutes seules, quoi. Voilà, c'est ça. C'est notre rêve, ça. Alors l'autopartage, il est présent partout, et les constructeurs en parlent de plus en plus. C'est ça la nouveauté, en fait. C'est étonnant, ça fait quoi, 6 mois, 12 mois, mobilité, on dit mobilité partagée, etc. Un des 4 axes, Daimler par exemple, leader mondial. Effectivement, ça bouge à toute vitesse, et tant mieux, parce que c'est quelque chose qu'on avait vu, et on est maintenant au bon moment, au bon endroit, avec la bonne technologie. PSA aussi, quand on voit ce que fait PSA aujourd'hui au niveau de la stratégie.
Tout à fait, oui. Free to move, car to move, il y a énormément de services qui se lancent. Il va y avoir une belle compétition. C'est ça qui est nouveau. Quand on réfléchissait il y a 10 ans, on disait il y aura un autopartage dans la ville, mais il y en aura peut-être 4 en fait. À Berlin, il y en a 7. À Vancouver, où on est leader, on a 4 services. Donc c'est ça qui va être chouette. Alors Vulog, donc, allez, on va le dire, est né sur la Côte d'Azur. Donc il y a eu, avant Autolib, il y a eu donc Autobleu. Autobleu, oui. Et la partie logicielle qui contrôle tout ça, c'est du Vulog Inside. C'est du Vulog Inside. En fait, on a inventé le free floating en 2006 à Antibes, puis ensuite lancé les Autobleus. Free floating, c'est on prend la voiture à un endroit, on le ramène ailleurs. C'est ça. L'idée, c'est de dire comment peut-on faire en sorte que les gens trouvent plus simple de prendre une voiture en autopartage que sa propre voiture. Donc il faut supprimer les clés qui déforment les poches, il faut supprimer l'assurance, le plein d'essence et le stationnement, c'est-à-dire se garer où on veut bien sûr pas n'importe où en deuxième file, mais se garer où on veut. Ça c'est ça qui a fait la différence. Alors donc aujourd'hui en fait Vulog est présent dans plusieurs villes de France, mais surtout à l'étranger, parce qu'en Amérique du Nord il y a un marché qui est très dynamique. Oui, c'est passionnant. On a démarré donc Autobleu, Nice, puis ensuite Montréal. Donc avec un accent d'autopartage avec l'accent québécois. On dit pas du car sharing là-bas. On dit un char. On dit un char. Un char, c'est très amusant, on le partage. C'est du sharing en fait. Aujourd'hui, on a 600 voitures à Montréal et ça tourne magnifiquement. Et ensuite, ça nous a permis de lancer Vancouver, où vous imaginez donc en à peu près un an, 750 voitures, en compétition avec Car2Go, Daimler qui a 1250 voitures. À tel point qu'à Vancouver, les jeunes, ça fait vraiment vieux d'acheter une voiture, quoi. Et donc ensuite, on a lancé, on a un service à Bruxelles et cette semaine, on a lancé Copenhague avec 450 Zoé électriques, qui est un service magnifique en compétition avec BMW. Donc quand on habite Copenhague, on a deux services en compétition. Pas mal pour une PME française. Alors, qui revendique aujourd'hui le rang de leader mondial dans les technologies d'autopartage nouvelle génération. Ça veut dire quoi en fait? Ça fait un peu gonflé de dire ça, mais c'est vrai, on a 3000 voitures, donc c'est pas la première flotte, évidemment, mais on est le seul fournisseur de technologie indépendant. Toi qui connais bien l'automobile, c'est-à-dire vous avez des gens qui font du service avec des Daimler, des Smart. Si vous voulez autre chose qu'une Smart, vous avez une Smart. BM, au lieu d'une BM, vous aurez une BM. Nous, c'est n'importe quel constructeur, n'importe quel opérateur, ce qui donne aux villes un degré de liberté impressionnant, puisqu'ils peuvent très bien choisir la technologie qui pourrait devenir un standard, on aimerait bien, et puis dire, voilà, je veux des voitures bleues, des rouges, des vertes. Une question rapide, tu réponds s'il te plaît en quelques secondes. Est-ce que votre système a influencé Bolloré quand il a lancé Autolib? Oui, tout à fait. Ouais, c'était le point de départ, en fait. Autolib, le nom Autolib est venu d'Antibes. Tout à fait. Bon, voilà une belle anecdote. Merci Georges Gallet. Dans un instant, la start-up du jour. Et la start-up du jour, c'est avec Dimitri Clairet de Youngo. Bonjour. Bonjour. Alors, Youngo, c'est un service qui s'adresse aux jeunes, des jeunes noctambules sur Paris. En quoi ça consiste exactement? Alors, Youngo, en fait, c'est un service de transport à la personne type VTC, comme on en connaît beaucoup. La différence près, c'est que nous, on travaille avec des véhicules 100% électriques. On destine notre service majoritairement aux jeunes. On cible les 15-30 ans, ce qui ne veut pas dire que si vous avez plus de 30 ans, vous n'avez pas réutilisé notre service. Pourquoi les 15-30 ans? Parce que c'est souvent cette population-là qui n'a pas forcément les moyens, quand elle sort le soir, faire la tournée des bars ou aller en boîte de nuit, de se payer un transporteur privé. Donc l'idée, c'était d'arriver avec une tarification fixe. On est à 9,99 € la course dans Paris. Et voilà, c'est la magie de l'électrique, ça nous permet de faire... Alors pourquoi justement des voitures électriques? Alors ça, c'est une volonté d'entreprendre différemment. Mes deux associés, Arnaud Paulet et Nicolas Bousquet, nous on est tous les trois aux portes de la trentaine, on a pas mal voyagé. Moi la semaine dernière j'étais encore à Bogota, ma ville natale. Si vous n'imaginez pas le niveau de pollution qu'il y a en Amérique latine. On imagine. Voilà. Et du coup, nous on voulait tout sauf ça, quoi. On voulait vraiment, nous on est fiers de Paris, c'est vraiment une ville vitrine en Europe, on adore Paris et on voulait vraiment faire en sorte d'entreprendre. C'est un effet COP21? Disons qu'on avait acheté les véhicules avant la COP, mais c'est sûr que la COP, il y a eu un effet boule de neige qui fait que beaucoup de nos clients sont très contents de rouler en électrique le soir, quoi. Alors, Youngo est une véritable start-up. Ouais. Pourquoi?
Eh bien parce que Dimitri en fait fait partie de ces 3 chauffeurs la nuit Ouais. qui ramènent des jeunes et le jour quand vous vous réveillez, Ouais. vous êtes entrepreneur. Exactement, c'est ça. Ouais. On est vraiment dans l'esprit start-up. Nous, on voulait vraiment, on avait cette volonté en fait de conduire, d'être au plus proche de nos clients, de nos premiers clients, parce qu'on s'est lancé le 20 janvier de cette année, donc c'est tout récent. On a acheté 3 Nissan Leaf, donc les 3 berlines qu'on voit à l'écran. Et voilà, l'idée c'était vraiment de conduire nous-mêmes, faire nos premiers clients, pour avoir aussi une expérience clientèle qui est, on pense, nécessaire pour l'évolution de la société. L'idée c'est qu'à la rentrée, au premier trimestre 2017, on est nos premiers chauffeurs. Voilà. Ils trouvent pas ça bizarre, vos contacts, quand dans les rendez-vous vous dites non, pas avant 14h? Ben ouais, bizarre, oui et non. La plupart comprennent. Je vous cache pas qu'ils savent qu'on travaille dur, on dort assez peu, donc du coup ils respectent assez notre emploi du temps assez décalé, quoi. Alors ce qui tombe bien, c'est que hier soir vous n'aviez pas à conduire, donc ça c'est Ouais. plutôt une bonne chose. Tout à fait. Comment voyez-vous en fait l'évolution de votre service? Plus de voitures, d'autres villes? Ouais, alors l'évolution du service, il va se passer, je pense, déjà avec une nouvelle application mobile. Je me permets de présenter l'application à l'écran. Tac, alors l'application, elle ressemble à ça. Alors on voit C'est la carte de très Paris, simple. hein, Ouais, donc, en fait, il y a un petit point bleu. Exactement, donc Voilà. c'est une application de VTC classique qui vous géolocalise, voilà, à l'endroit où vous êtes. Vous commandez à l'endroit où vous êtes et vous mettez l'adresse de destination. On peut faire des réservations en avance. Alors, on va remettre le portable, on va rester en fixe pendant quelques secondes le temps qu'on puisse faire le point. On peut monter à plusieurs. Ouais, bien sûr. Imaginons, je fais la fête avec mes amis, on est 3-4, c'est possible. Tant qu'à faire. Ouais, bien sûr. Alors par contre, c'est pas une société de covoiturage, on fait pas de multidestination. C'est vraiment, on va d'un point A à un point B. On prend pas des gens en cours de route. On quoi. prend pas, surtout pas des gens en cours de route. Et la particularité du système Yongo, c'est que le prix, il est fixe et on vend nos courses sous forme de crédit. Parce qu'on a pensé aux parents, on voulait intégrer les parents dans la réflexion de comment l'enfant peut rentrer chez lui en toute sécurité. Aujourd'hui, vous êtes parents, vous avez des enfants. Du coup, vous pouvez offrir des crédits sans forcément avoir l'application Yongo sur votre smartphone. Vous pouvez aller sur notre site internet et leur offrir des crédits. Voilà, c'était l'intérêt de vendre nous nos courses sous forme de crédit, où un crédit coûte 9,99 €, vous donne accès à une course. Alors, ce marché des jeunes noctambules, pour l'instant, il n'y a pas trop d'applications qui sont sur ce créneau-là. Il y a beaucoup de locations entre particuliers, il y a les Uber, des VTC, il y en a plein, mais sur la cible des jeunes, finalement, il n'y avait pas grand-chose jusqu'à présent. C'est une cible qui est très souvent délaissée par les transporteurs privés, que ce soit les taxis ou les VTC, pour la simple et bonne raison Ils sont jeunes, pas trop d'argent. Ils sont jeunes, pas trop d'argent, ils sont plutôt bruyants, souvent alcoolisés, au mieux. Plus qu'ils tâchent les sièges de la benne. Exactement. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, c'est une cible qui est délaissée par les transporteurs privés. Je pense que nous, on a à cœur d'endosser notre rôle de grand frère et justement de s'adresser à cette population-là, parce que tous les 3 cofondateurs sont porte de la trentaine. Moi, j'ai dépassé la trentaine maintenant, et on a connu les galères liées au transport la nuit sur Paris, vu qu'il n'y a pas de transport en commun. C'est vraiment l'application professionnelle pour transporter les jeunes. Bon, du coup, les clients, quand ils vous voient, ils se disent, bon, c'est quelqu'un qui a à peu près notre âge. Ouais, en fait, on a une politique. Moi, je m'occupe de la communication chez Yongo et on axe vraiment notre communication, que ce soit sur les réseaux ou même en direct. On est vraiment très friendly. On tutoie tout le monde, même lors de nos rendez-vous. C'est vraiment notre façon. Alors, c'est pas uniquement l'esprit start-up, c'est parce que c'est aussi notre volonté de, oui, en effet, on est jeunes trentenaires, on est entrepreneurs et on s'adresse à des jeunes, donc c'est notre façon de faire, clairement. Bon, en quelques mots, vos ambitions pour les années à venir? Les ambitions, c'est de doubler la flotte dès l'année prochaine, au premier trimestre. On va arriver avec une nouvelle application, enfin une version renouvelée de l'application mobile Yongo, qui est disponible sur les stores gratuitement. Et doubler la flotte, avoir nos premiers chauffeurs. Et derrière, on prépare quelque chose de très très gros. Pouvoir dormir, c'est ça? Alors dormir, c'est pas l'objectif. C'est surtout de développer la société. Mais tant qu'à faire, si on peut se reposer 1 heure de plus par nuit, on ne sera pas... ça sera pas de refus, quoi. Merci Dimitri Clairet. Dans un instant, la minute verte. Et la minute verte est consacrée ce matin à la Smart Electric. La marque du groupe Daimler présente en fait 2 nouveaux modèles zéro émission, la Fortwo à 2 places et la Forfort à 4 places. L'autonomie est de 160 km pour la Fortwo, 155 pour la version cabriolet et le modèle 4 places. Ce n'est que 15 km de plus par rapport à l'ancienne version. La capacité de la batterie est de 17,6 kWh. Par contre, la Smart Electric adopte désormais le moteur français de la Renault Zoé. C'est une conséquence de l'alliance entre Renault, Nissan et Mercedes. Dans les nouveautés, il y a un mode éco pour récupérer plus d'énergie au freinage. On note surtout l'apparition d'un chargeur rapide de 22 kW. Il permet de refaire le plein en 45 minutes, sinon il faut 6 heures. Une application sur smartphone permet, comme chez d'autres marques, de surveiller à distance la recharge et d'activer aussi le préchauffage avant de prendre le volant. Les nouvelles Smart Electric seront commercialisées en 2017 à partir de 22 000 €.
Voilà, c'est terminé pour Auto Techno. On se retrouve demain pour parler de voitures connectées. En attendant, la TV du Mondial continue avec l'auto dans tous ses états à 14h avec Nicolas Lefrançois. Et puis à 17h, notre émission de débat et de polémique. On refait le Mondial. Bonne journée à tous. Salut.